au milieu de l'océan Pacifique, le 1er février 1942. Le porte-avions USS Enterprise et son équipage de 2800 hommes croisent dans des eaux hostiles, près des îles Marshall. Depuis 2 mois, la guerre fait rage en mer. La tension règne à bord. 13h40, 3 km à tribord du navire de guerre. 5 bombardiers bimoteurs japonais surgissent des nuages et foncent en rase-motte sur le porte-avions. Ce sont des Mitsubishi G4M. Les Alliés les ont surnommés Betty. Les canons de la défense antiaérienne de l'Enterprise les accueillent avec une nuée d'obus. Malgré les tirs nourris de la TCA américaine, les Betty japonais sont bien décidés à larguer leurs bombes de 70 kg sur leur cible. Un seul coup au but suffirait à terrasser l'Enterprise. Les avions japonais ouvrent leurs soutes et laissent tomber leurs engins de mort. Mais ratent leur cible. Une bombe tombe tout près du navire. Les éclats d'obus arrosent le pont de l'Enterprise et touchent mortellement un des marins. Une fois leur bombe larguée, tous les assaillants repartent. Sauf un. Les tirs des canons antiaériens ont touché l'avion qui fermait la marche. Au lieu de suivre ses camarades, le pilote fait demi-tour et revient vers l'Enterprise. Il se savait fichu. Et il était décidé à emmener un maximum d'entre nous avec lui. Le capitaine de l'Enterprise, George Murray, tente une manœuvre d'évitement. Alors que le porte-avions vire vers la droite pour échapper à son assaillant, le Betty plonge et survole l'océan à quelques 60 mètres de l'eau. Tous les canons disponibles de ce côté se sont mis à tirer, mais ils continuaient à avancer sur nous. Face au danger, le maître mécanicien d'aviation Bruno Peter Gaido réagit immédiatement. Ce marin a couru jusqu'au bout du pont et s'est hissé dans un des avions stationnés là. Il s'est assis derrière la mitrailleuse et a ouvert le feu. Il a relevé les canons et il s'est mis à arroser les Japonais. Lorsqu'il se rend compte que le porte-avions a viré de bord, le pilote de l'avion suicide choisit l'angle d'attaque le plus destructeur possible. Il se penche sur la droite pour percuter l'Enterprise par le flanc. Et son aile tranche la queue de l'avion où se trouve Gaido. Le marin n'est pas blessé et continue à faire feu sur l'ennemi qui finit sa course en dérapant sur le pont. Il a fait pivoter la mitrailleuse et il a continué à tirer sur l'avion qui plongeait dans l'eau. Pour l'équipage, l'acte de bravoure de Gaido a sauvé le navire. Sans cette réaction immédiate, l'USS Enterprise était condamnée. Le commandant en chef de la flotte aéronavale, le vice-amiral William F. Halsey, a assisté à cette scène surréaliste depuis la passerelle de commandement. 10 minutes après la fin de l'attaque, Halsey a demandé qui était ce type assis à la mitrailleuse de l'avion et qui avait canardé le japonais. Ses hommes lui ont répondu et il a tout de suite convoqué Gaido. Gaido est arrivé, s'est mis au garde à vous et a salué son officier supérieur qui lui a demandé son nom. Il a répondu « Bruno Gaido, monsieur ». Halsey lui a demandé son grade et Gaido a répondu « Maître mécanicien d'aviation, 3e classe, monsieur ». Et là, Halsey lui a dit « Vous prenez du galon, matelot, je vous nomme 1re classe ». Voici le quotidien de l'équipage de l'Enterprise. Le plus respecté des porte-avions américains devra régulièrement déjouer la mort.
durant les 4 ans de sa campagne dans le Pacifique. On pourrait presque dire que l'équipage vivait la guerre à 360 degrés et bien plus encore. Ils subissaient des attaques en surface, des airs et des profondeurs. Le risque était partout, autour, au-dessus et en dessous d'eux. Un sacré champ de bataille. Les navires de guerre américains reçoivent une étoile à chaque victoire. À la fin de la guerre dans le Pacifique, l'Enterprise fut le navire américain le plus décoré du conflit avec 20 étoiles. 3 de plus que tout autre navire de la flotte et 7 de plus que les autres porte-avions. On le surnomma Lucky E, le chanceux. Beaucoup de gens ont dit que l'Enterprise avait de la chance. À mes yeux, ce sont plutôt ses qualités qui lui ont valu ce palmarès. L'histoire de l'Enterprise commence 6 ans plus tôt. Mise à l'eau en 1936, l'USS Enterprise, nom de code CV6, appartient à la dernière génération de porte-avions baptisée classe Yorktown. C'est le super porte-avions de son temps. Doté d'une coque profilée, moins lourd que ses prédécesseurs, il mesure 33 mètres de large et son pont d'envol couvre la quasi-totalité de ses 246 mètres de long. Le bois de son pont vient de l'État de Washington et l'acier de sa carcasse de Pennsylvanie. Avec un déplacement de 25 000 tonnes à pleine charge, l'Enterprise peut parcourir 20 000 km sans ravitaillement, à une vitesse maximum de 32,5 nœuds, soit à peu près 60 km/h. Il est armé de 24 mitrailleuses de calibre 50, de 4 tourelles à quadruple canon de 28 mm et de 8 canons de 127 mm capables d'atteindre une cible aérienne ou navale jusqu'à 16 km de distance. Le Big E affiche 16 000 tonnes de moins que les autres porte-avions de la flotte américaine, mais il est capable d'embarquer jusqu'à 96 avions de combat. Il est aussi plus économe en carburant, plus rapide et plus efficace au combat. Il se dégageait de l'Enterprise un sentiment d'invulnérabilité. Aucun navire ne pouvait faire jeu égal avec lui. C'était une sorte d'aéroport armé jusqu'aux dents. Il y avait de nombreux ateliers juste sous le pont. C'est là qu'on entretenait et qu'on parquait les avions. 3 ascenseurs permettaient de remonter les appareils sur le pont d'envol ou de les redescendre aux ateliers. Tout d'abord, l'Enterprise embarque des bombardiers torpilleurs Douglas appelés Devastator. Ce sont des avions plutôt lents et lourds qui décollent seulement une fois que les navires ennemis ont été clairement repérés. Ensuite, un escadron de chasseurs Grumman F-4F Wildcats qui patrouille en continu autour du navire pour détecter tout risque d'attaque aérienne. Et enfin, 2 escadrons de bombardiers Douglas Dauntless. Ils effectuent des missions de reconnaissance et peuvent couvrir plus de 500 km² de mer pour repérer les bâtiments ennemis. Une fois l'ennemi localisé, le Douglas et son équipage de 2 hommes peuvent fondre sur lui à plus de 400 km/h et engager le combat. Avec 2 mitrailleuses de calibre 50 montées dans le capot et une mitrailleuse à double canon de calibre 30 à l'arrière, il peut engager des combats aériens. Le Dauntless peut également attaquer les navires ennemis avec ses bombes de 500 kg. Fort de sa puissante flotte aérienne, l'Enterprise a de quoi rivaliser avec l'armada japonaise. Mais au début de la guerre, ses pilotes sont encore des novices. Et nul ne sait ce qu'il adviendra lors de la première attaque de l'Empire du Soleil Levant. La guerre avec le Japon est imminente. Bien que l'USS Enterprise soit le super porte-avions de son époque, il ne peut mener le combat tout seul. En mer, le navire commande toute sa flottille de soutien. Sa ligne de défense se compose de croiseurs et de destroyers qui naviguent autour de lui.
Les avions de reconnaissance, les bombardiers et les chasseurs qui décollent du porte-avions surveillent le ciel. Et parfois, un sous-marin protège l'Enterprise des attaques venues du fond de l'océan. Les navires qui croisent au plus près du porte-avions sont les destroyers. Ce sont des navires de guerre relativement petits. Ils mesurent en moyenne 120 mètres de long, 12 mètres de large et déplacent 2200 tonnes. À l'instar de l'Enterprise, leurs armes les plus lourdes sont des tourelles de 2 canons de 127 mm, capables de tirer des projectiles sur des cibles navales ou aériennes. Quand la cible vient du ciel, ces armes crachent une pluie d'obus dans sa direction. C'est un tir de barrage anti-aérien. Les projectiles explosent à une certaine altitude et sont censés abattre tout appareil qui tenterait de survoler la flotte alliée. Lorsqu'ils explosent, les obus projettent des éclats de métal appelés shrapnel, laissant dans le ciel ces milliers de fumées noires caractéristiques. Les destroyers étaient les derniers remparts entre le porte-avions et les forces ennemies. Les croiseurs sont des navires plus imposants. Ils se tiennent au large du porte-avions et font office de première ligne de défense. Leur mission principale était la protection du porte-avions. Tout le reste importait peu. C'est un vrai travail d'équipe. Les sous-marins américains prêtent parfois main forte à leur porte-avions. Ce sont les yeux et les oreilles de la flotte. Ils sont quasiment indétectables, ce qui est idéal pour mener des missions de reconnaissance. Ils peuvent couler des navires avant même qu'ils n'aient pu donner l'alerte. Le cœur et la tête pensante du groupe aéronaval de combat restent l'Enterprise. Il faut des milliers d'hommes pour faire fonctionner cette citadelle flottante. Employés de bureau, assistants, cuisiniers, artilleurs, opérateurs radar et radio, officiers d'appontage et une foule de techniciens divers vivaient sur le navire. Il y avait aussi un détachement de Marines qui assurait la sécurité du bateau. Ils étaient tous assignés à un poste de combat. Il y a beaucoup de monde sur un porte-avions et chacun a des tâches bien précises. L'âge moyen de l'équipage est de 19 ans. Les marins sont venus de tous les États pour servir à bord de cette petite ville flottante. L'accent du Sud et celui des plaines du Midwest résonnent sur le pont. Les cowboys texans se mêlent aux petits voyous du quartier de Hell's Kitchen à New York. On vient de Pennsylvanie, d'Alabama, de Californie ou d'ailleurs. Pour la plupart, la vie à bord de l'immense porte-avions exige un petit temps d'adaptation. J'ai grandi à Round Rock au Texas. Il y avait 1200 habitants. Je suis arrivé sur l'Enterprise et j'ai dû vivre entouré de 2800 hommes. C'était comme une ville, on ne se connaissait pas tous. C'était le plus gros bateau que j'avais jamais vu. D'ailleurs, quand j'ai gravi la passerelle d'embarquement pour la première fois, j'étais persuadé qu'il devait y avoir une piscine quelque part à bord. En 1941, l'équipage de l'Enterprise était encore inexpérimenté. Comment allait-il gérer le stress des combats ? La peur est un sentiment assez particulier. Ça brasse pas mal d'émotions diverses. Pour ma part, je n'ai jamais eu assez peur pour que ça m'empêche d'assumer mes responsabilités à bord à 100%. Comme tous mes compagnons de bord, j'étais déterminé à ne jamais laisser tomber mes camarades. C'est ce qui nous a permis d'assurer notre travail, quelles que soient les circonstances. À leur tête, un chef à poigne. L'amiral à bord de l'Enterprise était le plus respecté de la flotte du Pacifique. William F. Halsey, dit Bull, le taureau. Halsey ne connaissait pas la peur et instaurait une discipline de fer. Et surtout, c'était un guerrier.
Bull Halsey avait une volonté de fer. C'était un leader intraitable et strict qui voulait toujours être au cœur des combats, là où ça chauffait. C'était un chien de guerre. Combien de fois l'ai-je vu sur le pont de la passerelle de commandement, sous une pluie de bombes, à brandir le poing au passage des bombardiers japonais, à les haranguer, à les invectiver. Je le revois là, avec pour seule protection son casque vissé sur le crâne. Dès le début de la campagne, Halsey inspire le respect à ses hommes. Au fil des mois, ils en viendront à l'aduler. Durant l'automne 1941, Halsey et les autres officiers supérieurs surveillent le Japon avec inquiétude. L'Empire nippon a fait preuve d'un comportement menaçant ces dernières années. Il a notamment envahi la Chine et s'est allié à l'Allemagne et l'Italie pour former les tristement célèbres forces de l'Axe. Le Japon semble impatient d'étendre son emprise militaire sur l'Asie. Mais les États-Unis et leurs alliés comptent l'en empêcher. La voie diplomatique a échoué et les services de renseignement américains ont intercepté des messages annonçant l'imminence de la guerre. Le 27 novembre 1941, les négociations sont rompues. Le lendemain, l'amiral Halsey adresse une consigne spéciale à ses troupes. C'est le tout premier ordre de bataille. Will Norberg était à bord de l'Enterprise. Il se souvient encore des mots très forts que l'amiral a prononcés. Les mots dont je me souviens le plus clairement sont « L'Enterprise opère à présent en situation de combat. J'attends de vous vigilance, vaillance et nerf d'acier. » « 6 décembre 1941. L'Enterprise se trouve à 500 km de Pearl Harbor. Le navire et son groupe de soutien doivent rentrer au port le soir même. Mais une mer très difficile va retarder leur arrivée. On a essuyé une terrible tempête. On l'a traversé sans trop d'encombre, le porte-avions étant plutôt robuste. Mais les destroyers qui nous escortaient tanguaient comme des barques au milieu de la houle. Ils brûlaient tellement de carburant que nous avons même dû nous arrêter pour les ravitailler. Cet imprévu météorologique évitera à l'Enterprise de connaître le sort des navires déjà amarrés dans le port de la base américaine. Malgré la tempête, 18 appareils décollent du porte-avions pour une mission de reconnaissance au matin du 7 décembre 1941. Mais au même moment, 320 km à l'est, 353 avions de guerre japonais préparent une terrible attaque surprise. Un homme de l'Enterprise, le sergent Frank Graves, ne se trouve pas à bord. Il travaille au centre de formation de tir à la mitrailleuse situé à l'entrée du port. Ce matin-là, il se trouve aux premières loges. J'ai entendu des bruits de moteurs étranges et j'ai levé les yeux. Au-dessus des caroubiers, à moins de 30 mètres du sol, j'ai aperçu ces énormes bombardiers japonais triplaces qui nous survolaient. Leurs torpilles prêtes à être lancées. Ils n'en transportaient qu'une chacun et se suivaient les uns derrière les autres. J'ai tout de suite crié « Les Japs sont là !» Soudain, un des pilotes a dû s'impatienter et il a ouvert le feu sur nous. Il a eu le type à côté de moi. L'Enterprise ne se trouve pas au cœur de l'attaque de Pearl Harbor. Mais les forces engagées par l'ennemi ce jour-là lui donnent un avant-goût de ce qu'il va bientôt devoir affronter.
En plus des célèbres chasseurs Zéro, l'arsenal aérien nippon comporte également des avions torpilleurs B-5N2, que les Alliés ont surnommés Kate. Avec 3 hommes à son bord et une vitesse maximale de 380 km/h, le Kate fait aussi office de bombardier en haute altitude. L'appareil japonais qui se révélera le plus dévastateur et aura raison du plus grand nombre de navires alliés dans le Pacifique est le bombardier D3A1, surnommé Val. Avec ses 2 membres d'équipage et sa vitesse de pointe de 385 km/h, le Val peut transporter une bombe de 250 kg et 2 autres de 70 kg chacune. On a aperçu des avions arriver en piqué droit sur nous. Ensuite, les bombardiers de haute altitude ont fait leur apparition. Je crois que ce sont eux qui ont ravagé l'Arizona. À plus de 160 km de là, un message radio prévient l'Enterprise. C'est arrivé par radio. Pearl Harbor est attaqué et ce n'est pas un exercice. Il est 7h30. Au petit déjeuner, l'amiral Halsey apprend la nouvelle. C'est le branle-bas de combat. On était un peu sous le choc, c'est le moins qu'on puisse dire. La situation semblait irréelle. Tout à coup, c'était la guerre, alors qu'une minute plus tôt, on était encore en paix. Ce matin-là, on a cessé d'être des enfants. Plus loin vers l'est, les pilotes du 6e escadron de reconnaissance de l'Enterprise arrivent sur Pearl Harbor et se rendent compte de la gravité de la situation. On voyait toutes ces colonnes de fumée monter de l'île. J'ai même demandé à mon pilote pourquoi l'armée faisait ce genre de manœuvre en dimanche matin. Mais la réalité va s'imposer d'elle-même, dans toute son horreur. À bord des avions, les radios crépitent à l'appel paniqué d'un des pilotes. C'était Clarence Dickinson. Il avait une petite voix aiguë reconnaissable entre mille. Et il hurlait « Nom de Dieu, descends ce mec! Il nous colle au train et il tire de vraies balles !» Dès que Dickinson arrive au-dessus du port, des Zéros le prennent en chasse. Son mitrailleur arrière ouvre le feu et abat l'un des assaillants. Mais l'appareil de Dickinson finit par tomber, sous le feu nourri des avions ennemis. Son mitrailleur est mort, mais pas lui. Il a sauté en parachute, nagé jusqu'à la base et il est monté dans un autre avion. Dickinson a eu de la chance et a survécu. Mais les dégâts infligés par l'ennemi sont importants. 6 des 18 avions qui avaient décollé de l'Enterprise ont été abattus. Et 11 membres de leur escadron ont péri lors de cette première journée de guerre. L'USS Enterprise rentre finalement au port le soir du 8 décembre, 32 heures après l'attaque sur Pearl Harbor. Des navires brûlaient. Il y avait de la fumée partout. La surface de l'eau était recouverte de carburant. Je ne me souviens pas avoir vu de cadavres flotter, Dieu merci. Mais c'était la pagaille, c'était effrayant. Le spectacle faisait peur à voir, ça sentait mauvais, et on pouvait presque ressentir l'angoisse qui régnait après cette tragédie. Le bataillon de marins-pompiers et les remorqueurs tentaient d'éteindre les incendies comme ils pouvaient. La surface de l'eau était recouverte de 10 bons centimètres de carburant.
Devant l'étendue des dégâts, l'amiral Halsey aura cette phrase. « Une fois fini avec les Japonais, il n'y aura plus qu'en enfer qu'on parlera leur langue. » Halsey donne l'ordre à tous ses hommes, officiers comme simples recrues, de participer au ravitaillement de l'Enterprise et de faire au plus vite. En temps normal, l'opération prend 24 heures. Ce jour-là, les hommes de Bull Halsey vont l'effectuer en 7 heures seulement. L'Enterprise est arrivé à Pearl Harbor peu après le carnage. L'équipage s'est hâté de ravitailler le navire qui a pu repartir en mer 7 heures plus tard. Les gens diront que c'est incroyable. Moi, je dis simplement que c'est ça, l'esprit américain. Vous savez frapper fort, on a compris. À notre tour maintenant. L'attaque surprise laisse la flotte américaine du Pacifique mutilée. 4 croiseurs, 5 destroyers et 4 navires auxiliaires ont été fortement endommagés ou détruits. Aucun des 8 cuirassés n'a été épargné. 4 ont coulé et 4 autres ont subi des avaries très sérieuses. Les Japonais ont fait une erreur stratégique. L'attaque éclair a eu lieu alors qu'aucun des 7 porte-avions américains ne se trouvait au port. C'est pourquoi l'Enterprise et les 6 autres porte-avions sont à présent des cibles prioritaires. Les Japonais voulaient évidemment en finir avec nos porte-avions. En cela, ils éliminaient un navire de guerre important, une force aérienne primordiale et de nombreuses troupes. Ils faisaient d'une pierre, non pas 2, mais 3 coups. En détruisant tous nos porte-avions, ils remportaient la guerre haut la main. On le savait, nous étions devenus la cible principale. L'Enterprise quitte Pearl Harbor le mardi matin. Désormais, la mort rôde et le guette constamment. Je suis certain que la question nous trottait dans la tête. Pourquoi cela est-il arrivé? Et on se disait aussi, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? En reprenant la mer ce mardi, nous étions tous conscients que la flotte impériale voulait nous tomber dessus tôt ou tard. Alors croyez-moi, on n'en menait pas large. La tension est à son comble à bord du porte-avions et de sa flottille. La peur des sous-marins ennemis est omniprésente et chaque homme scrute l'océan à leur recherche. Un des hommes a cru repérer un périscope. Naturellement, nos destroyers ont ouvert le feu et balancé quelques obus. Il a même eu droit aux grenades sous-marines. Mais l'objet continuait de tanguer au loin. En s'approchant, les bateaux ont fini par se rendre compte que ce qu'on canardait n'était qu'un faubert. Un de ces balais qu'on utilise pour nettoyer le pont des navires. Il avait dû tomber à la mer et le manche ressortait parfois de l'eau, droit comme un i. On venait de gaspiller tout un tas de munitions sur un pauvre balai qui n'avait rien demandé. L'anecdote est révélatrice de la tension qui règne à bord. Le danger est omniprésent. Le 10 décembre 1941, l'Enterprise patrouille au large de l'archipel de Hawaï. Plus au sud, Perry Tiff, un pilote du 6e escadron de reconnaissance, repère un sous-marin japonais en surface depuis son Douglas Dauntless. À l'époque, les sous-marins devaient remonter à la surface une fois toutes les 24 heures pour faire tourner leur moteur diesel et recharger leur batterie. Ce matin-là, le sous-marin japonais I-70 devient la cible de Perry Tiff. L'heure de la vengeance vient de sonner. Le pilote part en piqué et largue une bombe de 450 kilos. Elle explose à proximité du submersible et l'endommage suffisamment pour l'empêcher de replonger. Quelques minutes plus tard, un autre pilote attaque le sous-marin. Clarence Dickinson, l'homme qui était parvenu à s'extraire de son avion au-dessus de Pearl Harbor, fonce sur sa proie. À cette époque, être pilote de bombardier en piqué exige des nerfs d'acier.
Les pilotes des Douglas Dauntless effectuent leur piqué à près de 450 km/h. Leur cockpit reste ouvert pour qu'ils puissent sauter en parachute si un obus touche l'appareil. Pour être sûr de bénéficier de l'effet de surprise, ils choisissent un angle d'inclinaison vertigineux de 70 à 75 degrés. Faire un piqué à 70 degrés avec un bombardier de la Seconde Guerre mondiale, c'est une sacrée performance. Vous avez la tête en bas comme si on vous tenait par les pieds et qu'on vous penchait un peu vers l'avant. De nos jours, on n'a plus besoin d'effectuer ce genre d'acrobatie. La technologie nous permet d'être plus efficaces en prenant moins de risques. Dickinson fonce sur le sous-marin et achève le travail. Il s'agit du premier navire ennemi coulé par les États-Unis durant la Seconde Guerre mondiale. Et il est apporté au crédit de l'Enterprise. Quand l'USS Enterprise a fait sa première victime, ça a dû redonner le moral à l'équipage, mais aussi à tout le peuple américain. On montrait à l'ennemi que rien n'était fini et qu'on allait se battre jusqu'au bout. L'Enterprise poursuit sa mission de patrouille dans les eaux au large de Hawaï jusqu'à la fin janvier 1942. Malgré tous ses efforts, le porte-avions ne parvient pas à repérer d'avions ou de navires ennemis près de l'île. La flotte japonaise s'est retirée depuis longtemps au milieu de l'océan. Même si l'ennemi n'est plus en mode offensif, la vie à bord demeure pleine de dangers. Chaque fois qu'un avion décolle ou apponte, la mort est à l'affût. Se poser sur un porte-avions reste une manœuvre très délicate. Mais avec l'expérience, on finit par y prendre du plaisir. Enfin, pour ce qui est des appontages de jour. La nuit, c'est toujours un cauchemar. Dès qu'elle a construit ses premiers porte-avions, la marine américaine a fait filmer les accidents aériens survenus à leur bord. Ainsi, les élèves pilotes de l'armée de l'air et de la marine pouvaient les étudier. James Barnhill, le clairon de l'Enterprise, était aussi un photographe chevronné. Une de ses tâches consistait à filmer les manœuvres périlleuses des avions. Je peux vous dire que j'en ai vu des appareils rebondir par-dessus bord, sur les côtés du pont ou travers toute la piste pour aller s'échouer dans les passerelles latérales. Dès qu'on sentait qu'il y avait un problème, on se mettait à tourner. Lorsque l'avion se présentait bien, on ne s'en donnait pas la peine. En voyant les caméramans se mettre en place, les pilotes peuvent s'attendre à un atterrissage turbulent. Ils s'asseyaient là comme des rapaces à attendre le prochain crash. À l'époque, les pilotes avaient surnommé l'endroit où ils se postaient l'aire des vautours. Et le nom est resté. La piste ne mesurait que 122 mètres de long. Il y avait 6 câbles tendus au seuil du pont et vous deviez en attraper un avec votre crochet. Vous n'aviez pas envie d'attraper le 6e. Je n'ai apponté que sur des porte-avions modernes avec 4 câbles d'arrêt. Mais je peux vous assurer que quand vous attrapez le dernier, vous vous arrêtez vraiment tout près du bord du pont. On sait forcément quand on a attrapé le dernier brin. J'imagine que pendant la Seconde Guerre mondiale, les sensations devaient être les mêmes, quand le pilote accrochait le dernier câble. Mais l'essentiel, c'est d'attraper un brin, n'importe lequel. Le 1er février 1942, le temps des manœuvres d'entraînement est révolu. L'heure du combat a sonné. La cible est l'île de Wuchi, dans l'archipel des îles Marshall. La mission vise à empêcher le Japon d'y établir une base avancée pour y préparer l'invasion de Hawaï.
La tactique consiste à détruire les pistes d'atterrissage, les réserves de carburant, de munitions et les batteries antiaériennes. Le croiseur de la flottille, l'USS Northampton, engage le combat. Ces canons de 200 mm crachent des obus de 120 kg à 8 km de là, sur les cibles stratégiques de l'île. À 5 km de la côte, le croiseur déclenche ses canons de 127 mm pour déloger les défenses réparties sur la plage. Il faisait feu sur les batteries de DCA qui longeaient la plage. Mais au lieu de viser directement ces cibles, les artilleurs faisaient en sorte que les obus explosent juste au-dessus et déversent une pluie de shrapnel sur les positions ennemies. L'USS Northampton mesure 183 mètres de long pour 20 de large et déplace 9000 tonnes. Sa vitesse de pointe atteint 32,5 nœuds, soit environ 60 km/h. Avec ses 9 canons de 200 mm, ses 4 canons de 127 mm, ses 8 mitrailleuses de calibre 50 et ses 6 tubes à torpilles, le Northampton a une puissance de feu impressionnante. L'île de Wuchి en fait la douloureuse expérience ce matin-là. « 170 km plus à l'ouest, les patrouilles signalent une forte concentration de navires ennemis dans l'atoll de Kwajalein. Pendant que le Northampton pilonne Wuchì, l'Enterprise envoie ses bombardiers Douglas attaquer le mouillage nippon. Le pilote Dusty Cliss fonce vers le sud pour repérer un avant-poste sur l'île minuscule. Je suis tombé sur un croiseur sans la moindre escorte aérienne. Je me suis frotté les mains, j'ai pris de l'altitude et je suis parti en piqué. L'attaque en piqué a pratiquement disparu de la guerre moderne. Les systèmes de guidage des missiles sont tellement précis qu'un projectile tiré à 12 000 mètres d'altitude fait mouche. Mais durant la Seconde Guerre mondiale, le seul moyen de toucher sa cible avec précision est de s'en approcher. Plusieurs paramètres entrent en ligne de compte pour attaquer en piqué. Vitesse de l'avion, angle d'approche, altitude de largage, vitesse du vent. En gros, plus vous attendez avant de larguer la bombe, plus vous êtes près de la cible et moins les autres paramètres influent sur la trajectoire de l'engin. Donc, vaut mieux attendre le dernier moment. Mais il faut également réussir à redresser son appareil et ne pas subir les effets de l'explosion. À l'époque, il fallait larguer entre 300 et 600 mètres de la cible. Plus on attendait, plus le tir était précis, et plus on avait pris de la vitesse pour repartir. Mais il ne fallait pas descendre trop bas non plus. Il fallait se débrouiller pour trouver le juste milieu. Quand Cliss fonce sur le croiseur japonais, il n'a qu'une seule bombe de 226 kg à larguer. Il n'avait droit qu'à un seul essai. Ça devait être le bon. Et il a tapé dans le mur. En plein dessus. Quand il redresse son appareil, Cliss encaisse 5 à 6 fois son propre poids à l'accélération. Mais rien n'est plus satisfaisant que de fondre droit sur l'ennemi et de le mettre KO en un seul coup. À 8 km au nord, un autre bombardier de l'Enterprise a détecté plusieurs navires marchands japonais, mouillant dans l'embouchure du lagon de l'île de Carlos. Le pilote touche un pétrolier qui s'apprêtait à sortir du lagon. Le navire tentait de prendre le large. La bombe l'a frappé de plein fouet et il a tout de suite pris feu. Le pétrolier se trouve juste à la sortie du lagon et bloque le passage aux autres navires. Tous ces bateaux se retrouvaient coincés. L'Enterprise a immédiatement fait décoller 9 avions torpilleurs pour aller détruire les navires piégés dans le lagon.
Il n'y avait quasiment pas de défense anti-aérienne. Les navires étaient totalement impuissants. C'était du tir au pigeon. Les avions torpilleurs sont des Douglas Devastator. Ils sont très lents et pratiquement obsolètes. D'ailleurs, la flotte sera très vite remplacée par des engins plus rapides. Atteignant péniblement les 330 km/h, ce bombardier ne gravit que 220 mètres par minute. Les Devastators sont aussi vulnérables aux attaques d'avions ennemis qu'aux tirs de DCA. Ils transportent une seule torpille de classe 13, pesant près d'1 tonne. Les bombardiers survolent le lagon de Kwajalein et lâchent leurs torpilles. Mais aucune n'explose. À cette époque, les torpilles américaines en sont à leur balbutiement. Le plus souvent, elles manquent leur cible. 9 torpilles sur 10 dérivent de leur trajectoire initiale ou n'explosent pas. L'échec est d'autant plus frustrant que les risques que prennent les pilotes sont immenses. Beaucoup de torpilles. Efficacité 0. Par chance, d'autres bombardiers survolent la zone. Leurs munitions, elles, fonctionnent parfaitement. Quand l'amiral Halsey ordonne la fin de l'attaque, la baie de Kwajalein est remplie d'épaves calcinées. 90 hommes périssent à bord des navires japonais, dont leur commandant en chef. Les raids sur les îles Marshall sont couronnés de succès. Et l'Enterprise revient en héros au port de Pearl Harbor. Les gens de la base nous attendaient et nous acclamaient depuis les quais. Je revois toutes ces infirmières agiter leurs mouchoirs vers nous. Je revois ces soldats qui brandissaient leurs carabines. Il y avait même un type en bas qui secouait une serpillière comme si c'était un drapeau. Ils étaient tous tellement heureux qu'on ait enfin réussi à donner une leçon à l'ennemi. Et puis l'équipage avait envahi le pont, on était tous assez fiers de nous. Quand on a longé l'USS Nevada, on a entendu les gars nous crier « Hippipipura, hippipipura ». Alors on leur a répondu de la même façon. C'était vraiment grisant d'entendre tous ces hurrahs monter d'un peu partout. Avec le recul, ça me semble un peu puéril comme réaction. Mais à cet instant précis, c'est exactement ce dont on avait besoin. Les matelots et les pilotes de l'Enterprise ont pris goût à la revanche. Et ils en redemandent volontiers. Avril 1942. Les marins postés sur le pont du porte-avions remarquent que le fond de l'air est plus frais. Après avoir croisé dans les eaux chaudes du sud pendant plusieurs semaines, le brusque changement de température semble indiquer qu'ils font à présent route vers le nord. Et seul l'amiral sait pourquoi. La tension règne à bord. À tout moment, le calme apparent peut être troublé par l'irruption d'un zéro japonais ou par l'attaque d'une ou plusieurs torpilles. Une nuit, sur le pont, Will Norberg est de garde. J'étais de quart de minuit à 4 heures du matin. J'étais posté sur la passerelle de commandement. Je m'étais installé sur le pont bâbord. Or, à cet endroit se trouvait le bouton de la sirène du branle-bas de combat. À un moment, je me suis assoupi et ma tête est partie vers l'arrière et a appuyé sur le bouton. Et la sirène a retenti. Quand ça sonne, tout le monde saute du lit et rejoint son poste de combat. Partout sur le bateau, les hommes se mettent en action. À peine réveillés, ils attrapent leurs casques et filent à leur batterie d'artillerie. Mais rien ne vient. Très vite, la rumeur court que c'est une fausse alerte. Tout le monde à bord veut savoir qui l'a déclenchée.
J'ai entendu quelqu'un dire « Je sais pas qui c'est, mais il portait un caban. » Et c'était moi. Je me suis éclipsé, personne ne m'a attrapé, heureusement. S'endormir pendant sa garde n'est pas la meilleure chose à faire en temps de guerre. Le 12 avril, vers 6 heures du matin, les matelots de l'Enterprise et de sa flottille de combat font une rencontre inattendue. Je sortais du centre de transmission et je longeais la passerelle. Là, j'ai levé les yeux et j'avais du mal à y croire. Le navire qui se rapproche de l'Enterprise est un autre porte-avions américain, l'USS Hornet, avec à son bord une mystérieuse cargaison. Quelque chose clochait dans la silhouette du Hornet. En fait, la moitié de son pont d'envol était occupée par d'énormes avions qui n'arboraient pas les couleurs réglementaires de la marine. Ce n'étaient pas nos appareils. On a fini par se rendre compte que c'était des bombardiers B-25 recouverts de la peinture camouflage de l'armée de l'air. L'objectif, frapper le cœur du territoire japonais. La cible, Tokyo et d'autres centres de production industrielle. La mission consiste à détruire les usines et les fabriques de munitions et de jouer la guerre des nerfs en attaquant l'ennemi sur son propre sol. La stratégie est simple. 16 B-25 vont décoller du Hornet et frapper le Japon. Je n'aime pas employer le terme de vengeance, mais je sais qu'il régnait un fort sentiment de revanche au sein de notre camp. Nous voulions frapper un grand coup et rendre la monnaie de sa pièce à l'ennemi. On est comme ça. Quand on a un compte à régler, on le règle toujours. Si quelqu'un nous attaque chez nous, on réplique. Personne ne peut nous en empêcher. Le chef de corps de l'armée de l'air, le lieutenant-colonel James Doolittle, a accepté une mission des plus périlleuses. Il a choisi de risquer sa vie et celle de ses hommes à bord des bombardiers B-25. Le B-25 Mitchell est un bimoteur capable, selon la charge de bombes qu'il transporte, de parcourir jusqu'à 2000 km. Avec ses 5 hommes d'équipage, il peut transporter 2200 kg de bombes. D'autres bombardiers américains possèdent une plus grande autonomie de vol et une puissance de feu plus dévastatrice. Mais l'envergure plus réduite du B-25 permet au Hornet d'en embarquer un maximum. Le plan consiste à approcher le plus possible du Japon afin de le mettre à portée de tir de l'escadron de Doolittle. Une fois les bombes larguées, les avions fileront vers la Chine pour y atterrir en territoire allié. La flotte aérienne du Hornet a dû être entreposée sous le pont pour permettre le transport des B-25. L'Enterprise et sa flottille seront donc chargés de le protéger en cas d'attaque. On était excités, mais on avait peur. Ça ressemblait à une mission suicide. Pour s'assurer que les bombardiers auront assez de carburant pour rejoindre leur cible, le Hornet et l'Enterprise doivent les amener à moins de 650 km des côtes japonaises. Mais ils jouent de malchance. Nous avons croisé la route de ce qu'on croyait être un petit bateau de pêche. En fait, c'était un patrouilleur japonais. Mais il était tellement minuscule que nos radars ne l'avaient même pas détecté. Le croiseur Nashville a ouvert le feu avec ses canons de 150 mm et l'a coulé. On pensait tous que l'affaire était réglée. Mais quelques instants plus tard, Pearl Harbor a intercepté un message d'alerte des Japonais. Nos navires venaient d'être repérés. Les B-25 devaient décoller sur le champ. Les navires se trouvent alors à 1000 km des côtes japonaises. Doolittle et ses hommes n'auront peut-être pas assez de carburant pour rejoindre la terre ferme. Ils décident de décoller. Nous sommes le 18 avril 1942. Il est 8h20. Les B-25 Mitchell se préparent à prendre leur envol. Le vent soufflait fort, la mer était démontée. Nous croisions à 30 nœuds dans un vent de face qui soufflait à 45 km/h.
On se serait cru sur le dos d'un cheval sauvage. Sur le pont, ça soufflait facilement à 100 km/h. Mais les pilotes ont d'autres soucis que la météo. L'Enterprise et le Hornet ne sont pas conçus pour permettre à des B-25 de prendre leur envol. C'est la première fois qu'un tel engin va tenter de décoller du pont d'un porte-avions. Cet appareil n'était pas conçu pour décoller d'un porte-avions. Il avait besoin d'un maximum de vent ascendant sur le pont afin d'atteindre la vitesse et l'assiette nécessaires pour décoller. Une fois qu'ils ont démarré du bout du pont, les appareils ont deux options. Soit ils vont assez vite et décollent, soit ils sont trop lents et ils finissent leur route dans l'océan. Décoller avec ce vent et par cette mer agitée est toujours délicat. La priorité du pilote est de s'assurer que son avion quitte la piste lorsque l'extrémité du pont d'envol est le plus haut possible au-dessus de l'eau. Et ce n'est pas tout. Les bombardiers ont été débarrassés de tout le matériel superflu afin d'embarquer plus de carburant et de bombes. Ils sont encore plus lourds qu'en temps normal. Le colonel Doolittle est le premier à décoller. Tous les avions occupaient le pont. Alors les premiers à partir avaient très peu de champ devant eux pour prendre de la vitesse. L'appareil de Doolittle quitte le pont tant bien que mal et parvient à se maintenir en vol. Par contre, le deuxième avion qui a décollé a bien failli faire trempette. Je crois qu'il y en a eu un autre qui est passé tout près de tomber à l'eau. Finalement, les 16 B-25 sont parvenus à décoller. Quatre heures plus tard, les bombardiers atteignent leur cible. Malgré l'artillerie japonaise, chaque avion largue ses 900 kg de bombes sur le sol nippon. Puis les B-25 poursuivent leur route et mettent le cap vers la Chine. Mais quand les dernières gouttes de carburant sont brûlées, les hommes de Doolittle n'ont d'autre choix que de sauter en parachute ou de tenter un amérissage de fortune. 3 hommes périront et 8 seront faits prisonniers. Les dégâts matériels infligés au Japon sont minimes, mais l'attaque a eu un impact psychologique prépondérant de chaque côté de l'océan. Ça a redonné le moral aux hommes, mais également à l'ensemble du peuple américain. En temps de guerre, quand vous frappez l'ennemi sur son propre sol, vous envoyez un message fort. Essayez toujours de nous arrêter. Si on veut vous avoir, on vous aura. Les Japonais ont compris qu'ils n'étaient pas invincibles, qu'on pouvait venir les frapper chez eux. Les 6 premiers mois de guerre ont été mouvementés pour l'équipage de l'Enterprise. En décembre 1941, les hommes du Big E naviguaient sur le Pacifique sans trop savoir ce qui les attendait. 6 mois plus tard, ils ont fait leurs preuves et le navire a gagné ses galons de machines de guerre implacables. À bord, le moral est au beau fixe. À ce moment-là, on pensait que la guerre ne durerait plus très longtemps. On n'est pas que les Japonais pouvaient être aussi forts. Nos hommes pensaient que la guerre ne durerait pas. Ils se trompaient lourdement.